Merci beaucoup, Raphaël. C'était évidemment très intéressant, mais on ne s'attendait pas autre chose. On a repéré quelques questions de la part de nos collègues bibliothécaires. Je vais m'en faire le porte-parole. Ouais. Une première question d'Hélène Reich, qui est de quelle bibliothèque, Hélène Reich? Bon, qui s'appelle Hélène Reich. Et qui nous demandait, nous allons sortir du Mathillier. Bibliothèque de Mathillier. Donc, nous allons sortir de la crise avec des conditions d'accueil qui auront beaucoup changé. Et comment accompagner au mieux les usagers entre deux et toutes ces craintes qui accompagnent cette ouverture. Est-ce qu'il faut envisager à la fois un accueil physique et un accueil numérique? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu parce que ça saute un peu quand vous parlez, je suis désolée. Mais si la question c'est est-ce qu'il faut prévoir est-ce qu'il faut penser à accueil physique et accueil numérique quand on propose un même service, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à, par exemple, Internet. Est-ce que quand on prend un service, il faut le penser à la fois en numérique et en physique? C'est ça la question? C'est ça. D'accord. Bah, c'est une très bonne question, merci. C'est une question difficile, il va falloir que je réfléchisse un peu. Non, c'est une question qui est difficile parce qu'évidemment, quand on veut tenir compte de toutes les vulnérabilités, on se dit bah, il va falloir penser mon service avec plein de modalités. Est-ce que c'est seulement possible? Il y a quand même un principe de réalité. Vous savez, moi, je ne travaille pas en bibliothèque, je fais de la recherche sur les bibliothèques. Ça fait longtemps que je ne travaille plus en bibliothèque. Donc, moi, j'ai la vie belle. Hein. Je ne fais que penser à un monde que vous pouvez vous créer. Mais c'est tout à votre honneur d'inventer ce que je dis, quoi. Je crois néanmoins qu'on ne peut pas, évidemment, développer une modalité de réponse sur un seul et même service. Néanmoins, quand on a développé le séminaire, moi, je me suis vraiment inquiétée de savoir s'il allait être accessible à la majorité des personnes en situation de handicap. On utilisait un service qui s'appelait Discord, donc en ligne, et un service où on faisait du chat. Et donc, on a travaillé avec un collègue qui travaille sur les questions de handicap pour voir avec lui si l'outil lui paraissait fonctionner pour ces personnes-là. Et puis, on a fait des tests avec des personnes concernées, c'est-à-dire des personnes qui étaient elles-mêmes en situation de handicap. En d'autres termes, on s'est informé et après, on a testé. Et suite à ces tests, on s'est aperçu que pour les personnes qui étaient malentendantes, l'outil était parfait. Aucun problème. Et donc, on a pu vérifier ça avec les personnes et ça marchait bien, affaire résolue. Pour les personnes qui étaient malvoyantes, on n'a pas réussi à faire marcher l'outil. Par contre, on a vraiment travaillé avec la personne, on a fait des tests, etc. On a essayé tout et on a fini par définir avec elle qu'elle n'allait pas pouvoir utiliser l'outil et qu'on en était vraiment désolé, mais que du coup, on allait faire des synthèses et qu'on allait lui faire des comptes rendus, des résumés pour qu'elle puisse avoir accès aux échanges. Alors, évidemment, c'est un compromis. Mais ce qui est important, c'est que ce compromis, on ne l'a pas pensé tout seul. On l'a pensé avec les personnes. On a été à l'écoute, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à l'écoute des personnes qui véritablement sont dans cette situation. Donc, pour moi, en fait, la question, elle est toujours là. Il s'agit d'apprécier, quand vous allez développer un service, bien sûr les gens que vous voulez toucher, mais aussi la possibilité pour ces gens d'avoir véritablement accès à votre service, que ce soit pour des questions de handicap ou des questions d'autres choses. Et de vous demander, est-ce que j'ai la possibilité de proposer ce service d'une manière qui va convenir. Par exemple, je fais l'heure du compte, il y a des gens qui ne peuvent pas venir à la bibliothèque, je le fais à la bibliothèque. Est-ce que si je le filme et que je le dépose en ligne, ça marche? Est-ce que ça marche? Alors, ça marche techniquement, mais est-ce que vraiment ça répond au fait que les gens ne peuvent pas venir, etc. Et ça, moi, je n'ai pas la réponse. Parce qu'en fait, il faut que vous alliez voir vos publics en disant, bah voilà, si on le met sur Facebook en live, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça marche pour toi? Est-ce que en fait, ça répond à ton problème? Ou en fait, si c'est parce que tu n'es pas disponible parce que tu travailles le week-end, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, est-ce que du coup, il faut qu'on l'enregistre et qu'on le mette sur YouTube? Est-ce que si c'est un truc qui dure 1 heure, c'est possible pour toi? En fait, qu'est-ce qui serait mieux? Est-ce qu'il serait mieux d'organiser des trucs où on ferait d'autres sessions qui seraient en live de lecture et où toi aussi, tu peux lire un livre, etc. De quoi les gens ont besoin, en fait? Et ça, moi, je ne peux pas l'inventer. Je ne peux pas l'inventer. Pourquoi? Tout simplement parce que ça s'appelle une étude de public. Donc, si vous développez un service, en fait, c'est ça la règle, c'est si vous développez un service, qu'il soit en physique ou en numérique. Aujourd'hui, je pense qu'il faut plus poser cette question, il faut dire, je veux développer un service, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin, il y a plein d'enfants à qui on ne lit pas assez d'histoires, je pense qu'il faut lire des histoires et faire des heures de lecture, des heures de conte. Ok, ça, c'est un fait, vous avez analysé votre situation, super. Et maintenant,
qui vous allez toucher dans votre public, comment est-ce qu'ils reçoivent ça, est-ce qu'ils sont en mesure de le recevoir, qu'est-ce qu'ils sont en mesure de proposer. Et c'est en allant à la rencontre de vos publics que vous allez faire émerger finalement des situations de vulnérabilité et que vous allez voir comment y répondre. Par exemple, il y a des gens qui vont vous dire, bah, moi je voudrais bien, mais en vrai, je n'ai qu'un téléphone, je n'ai pas d'ordinateur. Donc, si j'écoute sur le téléphone, comment est-ce que ça va marcher? Comment est-ce que moi-même, je peux lire une histoire, etc., etc. Et c'est ça que vous devez faire émerger. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, comme pour toute chose, je pense qu'il faut faire des enquêtes. J'espère que ça répond à votre question, les collègues de Mainvilliers. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. Peut-être une question d'Evelyne de la médiathèque départementale. Oui, bonjour Raphaël. Bonjour Evelyne. Bonjour, j'aurais une question. Comment on va réussir à sortir de cette crise, on va dire, si on n'en est pas complètement sorti, pour justifier auprès de nos tutelles l'importance et la place des bibliothèques? C'est vraiment une grande question qui traverse beaucoup de professionnels dans notre réseau. Mais déjà, je pense qu'on ne va pas sortir de cette crise. Non, mais je rigole pas, je suis hyper sérieuse. Parce que la crise, c'est pas cette pandémie. La crise, c'est la situation, c'est le trouble, quoi. Notre société ne sera jamais sereine. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Je pense que vraiment, il faut se considérer que la bibliothèque, elle est utile parce que de toute façon, il y a du trouble et qu'on a besoin de savoir comment se porter. Et on aura toujours besoin, que ce soit cette pandémie, que ce soit autre chose, etc. Donc, il s'agit de véritablement construire des stratégies autour du fait que la bibliothèque est utile dans des situations justement de vulnérabilité des gens. Et pour ça, vous avez un outil quand même. Enfin, déjà, la solution numéro 1, c'est de faire de la stratégie. J'hallucine devant le nombre de bibliothèques qui ne sont pas dotées de chartes documentaires, qui ne sont pas exposées sur leur site web, qui n'ont pas de plan stratégique, qui n'ont pas de projet d'établissement, etc., etc. Si vous ne définissez pas votre stratégie, c'est difficile d'aller en parler avec les élus. Et sinon, aujourd'hui, il y a un outil qui est parfait pour travailler sur les questions de crise, si vous voulez, même si moi, je ne parle plus trop de crise, mais c'est l'agenda 2030 sur les 17 objectifs de développement durable, puisque cet agenda 2030, il dit, il y a des enjeux de lutte contre la pauvreté, de lutte contre les situations de malnutrition, dénutrition, etc., de lutte contre la mauvaise santé, de lutte pour qu'on ait tous accès à la même éducation, de lutte pour que les genres soient reconnus égaux, etc., etc. Il y a 17 objectifs comme ça. Et en travaillant là-dessus, en vous disant, OK, qu'est-ce que je fais moi pour la lutte contre la pauvreté? Définissez à la fois le rôle de la bibliothèque, celui qui est déjà effectif. Vous définissez aussi le fait que peut-être vous ne faites pas beaucoup pour la lutte contre la pauvreté et que donc il y aurait des choses que vous pouvez faire en tant que bibliothèque. Et surtout, vous dotez d'un arsenal d'arguments où vous allez après voir les élus et leur dire, attendez, vous organisez des réunions sur la lutte contre la pauvreté sur le territoire, mais il faut qu'on soit là, nous, puisqu'en fait, nous, on fait ça et ça et ça et ça. Donc, vous ne pouvez pas penser aujourd'hui la lutte contre la pauvreté sans inclure la bibliothèque. Mais si vous n'avez pas fait ce travail-là, si vous n'êtes pas sûr et certain de ce que vous faites par rapport à la situation que nous vivons, qui n'est pas une situation de crise, la pauvreté qui est amplifiée n'est pas nouvelle. Oui. Ça fait longtemps qu'il y a de la pauvreté en France. Seulement, elle va être amplifiée là. Et donc, pourquoi est-ce que tout d'un coup, on aurait besoin de la bibliothèque? Mais jamais de la vie. Enfin, désolée de vous le dire à tous, mais personne ne sait que la bibliothèque, c'est important. Regardez, ça fait 1 an qu'on est rouvert, personne ne le savait, quoi. Oui. Donc, il faut cesser tout de suite de penser que quoi que ce soit qu'on fasse va être suffisant pour montrer l'importance des bibliothèques. Ça ne marche que si on le dit. La bibliothèque, si vous voulez être politique, il faut rentrer dans les systèmes politiques. C'est-à-dire qu'il faut parler avec les politiques. Il faut faire de ce qu'on appelle de l'advocacy. Oui. Donc, pour ça, il faut avoir des stratégies. Et des stratégies, c'est déjà savoir à quoi on sert. Et donc, moi, je vous dis, prenez l'agenda 2030. C'est la chose la plus simple au monde pour travailler là-dessus et vous dire, OK, je fais quoi sur la lutte contre la pauvreté? Ah ben déjà, on rentre gratuitement dans la bibliothèque. Oui. Je donne accès à Internet. Oui. Déjà, je mets en place des services pour les gens pour apprendre à utiliser, enfin, l'auto-formation. Je développe des services pour l'apprentissage du numérique. Toutes sortes de choses comme ça qui permettent d'aller dire après aux élus, attendez, mais là, vous bossez sur, sur le développement des compétences et vous n'êtes pas venu voir la bibliothèque. Mais il y a quand même un problème, en fait. Mais ils ne peuvent pas le savoir. Eux, ils ne pensent jamais à ça, quoi. Jamais.
Il faut être stratégique, quoi, c'est-à-dire politique. Voilà. Je suis désolée. Je sais que les bibliothécaires, souvent, ils n'aiment pas parce qu'on a tendance à penser politique comme politicien, mais ce n'est pas du tout l'enjeu. Il faut être politique, c'est-à-dire il faut s'asseoir dans la cité, quoi. Tout Et à fait. reconnaître notre rôle, quoi. Il ne faut pas attendre d'être légitimé, mais il faut se légitimer. Donc, Ça prendre sa n'arrivera place dans la jamais. société. Depuis quand il existe des bibliothèques dans le monde? Depuis quand? Ça n'arrivera jamais. Jamais, je vous le dis. C'est à nous de faire. Et on y arrive. Nous, on a fait un gros projet d'advocacy pour faire reconnaître le rôle des bibliothèques sur le développement durable. Et on a réussi à convaincre le ministère de la Transition écologique et les bibliothèques sont notées maintenant dans les documents. Donc, on y arrive, on peut le faire. Mais ça n'arrivera pas de soi. D'accord? Ils ne vont pas tout seuls penser à nous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et on l'a vécu toute cette année. Vous disiez, M. Turlin, discrètement, discrètement essentiel. J'ai adoré parce que vraiment, on était discrètement essentiel. C'est exactement ça, quoi. Ça n'arrivera jamais. Par la magnificence de tout ce qu'on fait, ça ne suffira jamais. Si on ne le dit pas. Effectivement, rentrer dans le politique, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, ça répond à une question c'est Sabine de Bonneval qui faisait une remarque justement sur la difficulté de convaincre les élus, notamment dans leur investissement pour la culture. Et donc, quelque part, cette façon de rentrer dans le politique, oui, je vois. Pour répondre à la question de Sabine, c'est rentrer dans la cité, démontrer son importance pour que les élus puissent au moins reconnaître l'existence et l'intérêt de la bibliothèque dans la cité. Ça rejoint ce que vous évoquez. C'est super intéressant ce que vous écriviez, Sabine. Et alors, je vais rebondir sur un point parce que vous avez parlé de la culture. Alors, bon, moi, je fais partie des gens un peu pénibles qui pensent que les bibliothèques sont des objets culturels, mais je pense que les bibliothèques sont d'abord des objets informationnels. C'est-à-dire que il faut le reconnaître quand même. On n'est pas reconnu pour ce qu'on fait de culture. D'accord? C'est pas là-dessus qu'on est reconnu. Voilà. Là, quand on parle de la culture, on ne pense pas aux bibliothèques. Moi, je pense qu'on est vraiment des lieux d'information. Alors, l'information construit la culture, évidemment, et même l'information est construite par la culture. Donc, on est évidemment des lieux culturels, on est des lieux éducatifs, on est des lieux de loisirs. Mais ce qui est important, c'est véritablement ce qui circule dans la bibliothèque. Et ce qui circule, c'est de l'information. L'information portée par nos bouquins, l'information portée par les productions numériques qu'on fait, l'information portée par les gens eux-mêmes, ceux qu'on invite à venir faire des discours, mais ceux aussi qui participent et qui vont dire « Ah bah oui, moi aussi, je pense que blablabla ». Tout ça, c'est de l'information. Et je pense que notre grande difficulté, c'est quand on dit « Excusez-moi, mais bien sûr que nous, on est utile sur, je ne sais pas moi, la lutte contre la pauvreté ». Les élus, ils se disent « La culture ? Bah, non, la culture, c'est joli et c'est sympa. Ça fait pas de mal, la culture, voilà. Mais nous, on n'est pas la culture. On est dans la culture, on participe de la culture, mais on est l'information. Et quand on dit la lutte contre la pauvreté, ça passe par l'accès à l'information, là, ça a un peu plus de sens, je pense, pour les élus. Je raconte une petite histoire. Il y a une bibliothèque vers chez moi, là, vers Bordeaux. C'est une ville où il y a beaucoup de mineurs isolés. Et dans cette bibliothèque, les mineurs isolés viennent beaucoup. Ils viennent et ils ont accès à de l'information sur leur pays, l'information sur le pays lui-même où ils sont maintenant, l'information sur leur dossier, l'information pour suivre des cours, parce que vous savez, ils suivent une sorte de CNED, etc. L'information sur plein de choses. Et les bibliothécaires ont mis en place des accueils pour ces personnes, sur ces jeunes gens, aussi avec des associations, etc. Et puis, ça fait 1 an et quelques qu'ils bossent là-dessus. Et puis, soudain, la mairie organise une grande réunion avec tous les services sur l'accueil des mineurs isolés dans cette ville. Tous? Non, sauf un. Je vous le donne en 1000. Qui n'était pas invité? La bibliothèque, bien sûr. Parce qu'à aucun moment, ils ont pensé que, les mineurs isolés venaient à la bibliothèque, et à aucun moment, ils ont pensé ce que la bibliothèque pouvait apporter aux mineurs isolés. Parce que peut-être ils ont considéré que les mineurs isolés, quand ils s'ennuient un peu, du coup, ils vont bouquiner ou ils vont voir un film à la bibliothèque parce que c'est gratuit. Mais ce n'est pas ça qu'ils viennent faire à la bibliothèque. S'ils viennent chercher ça, c'est bien parce que ça leur apporte quelque chose sur leur manière de pouvoir appréhender aussi ce monde, de pouvoir trouver leur place dans ce monde. Ne serait-ce que, par exemple, avoir accès à la culture française, c'est aussi pouvoir comprendre ce qui se joue, ce qui se lit, ce qui se construit autour de nous. Je vais vous donner un exemple.
J'ai un de mes copains, il a arrêté l'école en 6e. Il était très mauvais et puis il vient d'un quartier très, très, très défavorisé. Bon, bref, il a arrêté de suivre l'école, on va dire, en 6e. Il a été envoyé faire des études techniques de trucs qu'il ne comprenait rien. Et voilà. Bon, bref. Et puis, adulte, à 25 ans, il s'est remis après plein d'errances assez difficiles, comme vous pouvez imaginer, il s'est remis à faire des études. Et donc, il a repris la 6e, 5e, 4e, 3e avec le CNED, etc. etc. Et arrivé à son niveau de 4e, je crois, 4e ou 3e, un jour, il me dit « Oh, j'ai compris la Joconde ». Moi, je lui dis « Ah ben, t'es bien le seul. Personne ne la comprend. Qu'est-ce que tu veux me dire par là ?» Et il me dit « Non, mais parce qu'en fait, à la télé, eh bien, souvent, les présentateurs, ils disent « Ah, elle a le sourire de la Joconde et tout. » Et moi, je ne sais pas ce qu'ils disent. Je ne comprends pas de quoi ils parlent. Et là, je dis, à la télé, il me dit, oui, tu sais, dans les émissions, les jeux, tout ça, bah, tu as quelqu'un qui sourit, et il y a quelqu'un qui disait, bah, elle a un sourire de la Joconde, quoi. Et là, moi, je dis, mais j'ai toujours pensé que les émissions étaient débiles, voilà. Et j'avais jamais entendu qu'en fait, elles étaient finalement bourrées de références culturelles que j'étais en mesure de comprendre, et que quelqu'un qui s'était arrêté au CM2, en fait, n'était pas en mesure de comprendre. C'est ça la culture. Mais en fait, comment il a accédé à cette culture? Tout simplement parce qu'il a eu de l'information sur qu'est-ce que c'est que la Joconde, qu'est-ce qui se dit sur la Joconde, etc., etc. Donc, pour répondre à votre question avec ces grandes digressions comme j'aime bien faire, et ces exemples, ce qui me paraît important, c'est de nous positionner comme, oui, des établissements culturels, mais aussi, mais parce que, en fait, dans les bibliothèques, on transmet, on transfère, on partage de l'information. Voilà. Et là-dessus, alors, on a une clé d'entrée, et c'est celle d'ailleurs dont on travaille à partir de l'agenda 2030, en disant les bibliothèques fournissent de l'information pour la lutte contre la pauvreté, pour avoir accès à de la bonne nourriture, etc. Voilà. On a eu plusieurs questions sur la question de la gratuité et sur la discussion de la loi sur les bibliothèques qui est en cours au Sénat. Ce que je vous propose, puisqu'il est déjà 10h30, c'est de réaborder cette question plutôt en conclusion. À la conclusion, ouais. On parlera de la loi, d'accord, et de la gratuité. Ça marche. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je vous propose donc de faire une petite pause de 10-15 minutes et puis on reprend le cours de notre matinée d'études vers 10h40. 10h40, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël, merci beaucoup et à tout à l'heure.